allô tout le monde, c'est Daphné Valsin et c'est encore un plaisir de vous retrouver. Après notre dernière émission avec Wilson Polémon de la DNL, aujourd'hui je reçois D'Angelo Neyer. D'Angelo, il est journaliste, il anime une émission sous livre d'ailleurs qui est Délivrez-vous et il était animé tout cause qu'il dit sous RFI. Mais aujourd'hui, je le reçois comme directeur général de la Bibliothèque nationale d'Haïti, bibliothèque là qui t'a fêté semaine qui s'est passée en la 82 ans d'existence. Avec D'Angelo, on va parler de la mission de cette institution. Nous allons parler tout de lui-même qui bilan que il a adressé pour 2 ans que il gagne dans cette institution ça et tout défi que l'a affronté dans le moment parce que nous connaissons très bien que zone bibliothèque là, les gens compliqués, bibliothèque là pas fréquenté, gens te connaît, gens t'a doué. Donc voilà, c'est de tout ça que je vais parler avec D'Angelo Neyer, directeur général de la Bibliothèque nationale d'Haïti. Mais avant de aller plus loin, je prends encore une fois pour remercier tout le monde qui permet que l'émission soit possible. Moi, j'ai sponsor officiel émission ça qui c'est Heineken 00. Moi, j'ai Lunetterie Belle Optique, Focal, Fondation Connaissance et Liberté, Titato, Bioti, La Moumous et Modadi Florine. Merci D'Angelo, c'est vraiment un plaisir de t'avoir sur le plateau avec moi aujourd'hui. C'est toi qui généralement reçois les gens pour parler de livres et aujourd'hui je te reçois. Et c'est une position qui est assez stressante hein, quand c'est moi qui réponds aux questions. Ah ça je te comprends. Moi non plus je n'aime pas répondre aux questions. Mais donc là je ne te reçois pas en tant que journaliste culturel, je te reçois comme directeur général de la Bibliothèque nationale d'Haïti. Et pour commencer, on va parler un petit peu de la mission de cette institution. Alors, la mission de la bibliothèque est d'abord symbolique. La Bibliothèque nationale a pour responsabilité de sanctuariser toutes les intelligences qui sont en circulation en Haïti. De manière concrète, la Bibliothèque nationale, c'est l'expression de la volonté de l'État d'Haïti pour valoriser la connaissance, valoriser le savoir. C'est signe que Haïti croit que seule la connaissance peut aider à construire un lendemain meilleur. De manière pratique, maintenant, la Bibliothèque nationale a pour mission de rassembler, de valoriser et de mettre en avant tout ce qui se publie en Haïti. Livres, journaux, revues, CD, DVD, affiches, domaine Internet, émissions de télévision. C'est une bibliothèque qui a pour mission de garder la mémoire intellectuelle et éditoriale de la nation. Tout ce qui est parole sur Haïti, tout ce qui est témoignage sur notre façon de vivre dans ce pays, tout ce qui est publication intellectuelle, la BNH a pour mission de rassembler et de valoriser cet ensemble. Pourquoi nous faisons ça? C'est parce que comme bibliothèque d'État, la BNH a le monopole de conservation du savoir. Et notre mission, c'est de rendre ce savoir disponible, accessible à toutes les couches de la population. Bon, grosso modo. Okay. Mais là, est-ce que par exemple, en termes de chiffres, tu pourrais un petit peu dire, est-ce que vous avez une idée de la quantité de livres, bon, pas seulement de livres, puisque vous avez dit que vous avez un petit peu tout, mais la quantité de pièces, on va dire. Alors, en termes de livres, on a quand même un fonds documentaire qui dépasse les 200 000 titres. Alors, pour les films, les DVD et tout ce qui va avec, malheureusement pour l'instant à la BNH, ces domaines-là ne sont pas encore conservés. C'est dans ma mission à moi que j'ai compris qu'une bibliothèque nationale aujourd'hui n'a pas à conserver que des livres, mais tout ce qui est témoignage de la marche d'Haïti, tout ce qui est preuve que ce pays a produit du contenu, même pour la publicité. Une affiche, je ne sais pas, pour Heineken qui date des années 40, la BNH a comme obligation de conserver ces affiches-là. C'est en ce sens-là, moi, que je dirige ma mission. Mais si je prends le bureau central à Port-au-Prince et les annexes, nous dépassons les 200 000 titres qui sont en conservation et mis à la disposition du public. Mais à côté de cette mission d'archives, de garder les archives, il n'y a pas que ça que la bibliothèque fait. Non, absolument. La bibliothèque a aussi ce qu'on appelle le monopole du dépôt légal. C'est quoi le dépôt légal pour les gens qui nous regardent? Chaque Haïtien qui publie un livre en Haïti, pour éviter que ce livre soit perçu comme étant un tract, la Bibliothèque nationale doit décerner à ce livre un numéro de dépôt légal. Ce numéro, c'est un numéro officiel que l'État d'Haïti donne au livre pour attester de son existence.
on donne aussi à la BNH un numéro d'ISBN. C'est un numéro international attribué par l'agence ISBN internationale et seule la Bibliothèque nationale en Haïti a la liberté, entre guillemets, le monopole de décerner un numéro d'ISBN. Le numéro d'ISBN, c'est l'identité internationale du livre. C'est ce qui permet au livre d'exister sur des plateformes numériques internationales comme Amazon, eBay, etc. Et c'est ce qui permet de différencier l'ADN du livre d'un autre livre. Daphné peut publier un livre qui s'appelle Les Lumières du Monde, mais il y a une autre jeune femme qui est en Suisse qui publie un titre qui s'appelle Les Lumières du Monde. Pour faire la différence entre ces deux livres, pour établir leur ADN distinct, c'est le numéro d'ISBN qui permet de donner au livre une intégrité, on va dire, internationale et éditoriale. Outre cette partie-là encore, même qu'on voit que la bibliothèque organise généralement aussi des activités un petit peu. Oui, on organise toujours des conférences et il n'y a pas longtemps là, pour marquer la journée internationale des droits des femmes, on avait fait une exposition sur des titres féminins que nous conservons à la bibliothèque. Et c'était aussi l'occasion d'inviter les usagers à visiter cette collection lumineuse d'œuvres produites par des femmes haïtiennes et des femmes étrangères. Et là, très prochainement, pour le 22 avril, pour marquer le centenaire de naissance de Jacques-Stéphane Alexis, on va organiser à la bibliothèque un ensemble d'expositions, de conférences autour de l'héritage romanesque et politique de Jacques-Stéphane Alexis. Il aurait eu 100 ans ce 22 avril. Et ce 22 avril nous rapproche aussi de la journée internationale du livre et du droit d'auteur. Donc il y aura un ensemble d'activités que nous allons organiser en ce sens-là. Nous organisons aussi des activités dans nos annexes. Si je prends le cas de Jérémie, si je prends le cas de l'Arcaillet, de Croix des Bouquets, de Fort Liberté, ce sont des bibliothèques, on va dire, de proximité. C'est des bibliothèques de lecture publique où les jeunes qui habitent dans ces communautés ont droit à un ensemble d'activités, surtout liées aux jeunes des fois, l'heure du conte, le samedi, etc., où des jeunes sont exposés à un ensemble d'activités que nous organisons à la Bibliothèque nationale. Mais en termes de budget, c'est comment le budget qui est alloué au fonctionnement d'une institution pareille? Alors, les budgets sont publics sur le site du ministère de l'Économie et des Finances. Ce que les gens doivent savoir, c'est que notre budget vient de l'État. Et pour assurer le traitement salarial des employés et pour assurer, on va dire, l'organisation de la bibliothèque. La Bibliothèque nationale a un budget de 71 millions de gourdes pour fonctionner, le bureau central et les annexes. Bon, bien entendu, on aurait bien aimé qu'il y ait plus de budget. Quand je compare notre budget au budget de la Bibliothèque nationale de Cuba ou de Santo Domingo, on se rend compte qu'on est un petit peu loin du budget qui puisse permettre à une bibliothèque de fonctionner. Mais ce que les gens doivent savoir, toutes les bibliothèques nationales dans le monde sont soutenues par des mécènes. Même la Bibliothèque nationale de France, un pays extrêmement riche, la BANQ, c'est des mécènes, c'est des multimillionnaires, de grands investisseurs qui décident de faire des legs, de dons d'argent à ces grandes bibliothèques. Il faudrait en Haïti qu'on arrive à cultiver ce mécénat, cette intelligence de l'autre qui permettrait à des mécènes, à des gens extrêmement fortunés de financer les bibliothèques, comme c'est fait aux États-Unis, comme c'est fait en Suisse, Belgique, partout. L'État donne toujours une quote-part, un budget. Mais après, l'ensemble des activités, le rayonnement d'une bibliothèque nationale est toujours maintenu par des fonds privés. Mais des fois, on peut aussi s'interroger sur le niveau de priorité qui est accordé par l'État à ces genres d'institutions. Parce que des fois, on va dire que peut-être que pour l'éducation, on aurait voulu qu'un plus grand budget soit alloué à certaines choses. Mais alors, grosso modo, très cher Daphné, le budget d'Haïti, c'est à peu près 5 milliards de dollars. Donc, c'est pour cette raison que tout est prioritaire en Haïti. Parce que les gens doivent savoir, on a 5 milliards. Quand tu prends le budget de Coca-Cola, de Facebook et d'Amazon, ça te donne le budget de la République d'Haïti. Donc, c'est normal qu'il y ait plein de problèmes dans tous les secteurs. C'est parce que malheureusement, ce pays n'a pas une économie forte. Et comme la Bibliothèque nationale est un élément dans un écosystème au sein duquel il n'y a pas beaucoup d'argent qui circule, donc la bibliothèque en pâtit aussi. Et beaucoup d'activités qu'on aurait souhaité faire, mais qui sont entre guillemets budgétivores, on n'arrive pas à les tenir dans de telles circonstances. Mais
Le mécénat pourrait nous aider. Parce que moi, je regarde vraiment ce qui se passe toujours autour de moi, dans la Caraïbe d'abord, puis vers les pays du Nord, et je me rends compte que le modèle économique sur lequel est assis, on va dire, les bibliothèques nationales et régionales, mais une bibliothèque communautaire, c'est toujours la communauté qui gère, c'est des mécènes, c'est des entreprises privées qui décident que ces bibliothèques doivent continuer à former des jeunes, pas pour leurs beaux yeux, afin que ces jeunes puissent devenir eux-mêmes des employés après de ces entreprises-là. C'est dans une logique de rentabilité presque que Coca-Cola, par exemple, finance une bibliothèque aux États-Unis. C'est pour qu'il y ait plus d'ingénieurs formés en chimie qui vont bosser pour Coca-Cola. Coca-Cola sera toujours riche. Et j'aimerais beaucoup qu'en Haïti, que les hommes d'affaires aient cette vision de l'État, aient cette vision de la formation académique. Investir dans la formation des jeunes, c'est créer des employés compétents qui vont fructifier à l'avenir le chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais malheureusement, on n'a pas encore cette logique. Et c'est pour ça qu'à mon avis, jusqu'à présent en Haïti, on n'a pas de grandes entreprises multinationales. C'est parce que la logique n'est pas dans l'investissement pour des employés de haut niveau. Au cours de ta réponse précédente, tu as parlé de beaucoup de choses que vous autres, au niveau de la bibliothèque en général, aimeriez faire et qui n'est pas possible. Mais là, toi, tu as pris les rênes de la bibliothèque en avril 2020, donc ça c'est genre deux ans maintenant. Est-ce que tu peux un petit peu dresser un bilan de ce que tu as accompli en tout temps? Et alors, quand je suis arrivé, c'était malheureusement, je suis arrivé en pleine saison de Covid. Tout le monde avait peur, etc. Donc pendant les premiers mois, on n'a pas pu véritablement lancer de grandes activités parce que la BNH, comme d'autres établissements, fonctionnait vraiment à moitié régime. Mais on a pu quand même faire des petites choses. On a pu faire un livre avec les prisonniers qui sont au pénitencier national, en accord avec la ministre qui gérait à l'époque les droits humains. On a pu exposer ces prisonniers à l'œuvre, à la pensée de Jean Price-Mars, et on leur a demandé après de s'exprimer à peu près dans cette même logique de rhétorique. Et c'était génial que de constater des prisonniers, des gens qui sont placés à l'écart de la société pour des fautes, il faut aussi le reconnaître que ces gens-là ont commis, mais ces gens-là se sont mis à l'écriture et on a pu produire un ouvrage collectif, Paroles de prisonniers. J'ai pu modestement faire la préface du livre et ça nous a beaucoup touchés. La BNH avait 2 annexes qui étaient fermées avant mon arrivée, Marigot et Jacmel, pour plein de raisons budgétaires, institutionnelles, etc. Ça n'allait pas. Je me suis dit, ma mission consiste là, pour ma première année déjà, à rouvrir ces 2 annexes. Parce que je ne considère pas que la République puisse résumer toutes ses activités intellectuelles à Port-au-Prince. Il faut que tous les Haïtiens aient les mêmes chances dans la vie. Et c'est une bibliothèque qui donne à tout Haïtien les mêmes chances. Donc c'était pour moi une priorité que de rouvrir la bibliothèque à Marigot et à Jacmel. Et ça, on a pu le faire. Je suis très content d'avoir fait ça. C'était pour moi une priorité que de participer à l'aboutissement de ce projet pour reconstruire la bibliothèque de Jérémie. Parce que Jérémie, dit-on pompeusement, c'est la cité des poètes. Comment une ville de poètes peut ne pas avoir une bibliothèque? Mais tout ça correspond à une vision que j'ai de l'État, et très cher Daphné. Je pense que l'État doit instituer une justice cognitive, c'est-à-dire que tout Haïtien puisse avoir un accès égal au savoir et à la connaissance. Tu ne peux pas taxer quelqu'un de délinquant, de bandit ou de tous les titres véreux que tu souhaites si tu n'as pas exposé cette personne préalablement à ce qui peut élever son âme, c'est-à-dire l'école, l'économie de la connaissance. Et c'était pour moi très important que d'intégrer tous les Haïtiens dans cette économie de la connaissance. Si j'avais plus de budget, j'aurais pu faire ça dans presque toutes les autres villes du pays. Mais heureusement qu'on est soutenu au niveau de l'État par la DNL, qui gère aussi des claques. Ça fait une action, on va dire, qui est mutualisée, qui permet à des jeunes qui n'habitent pas dans la capitale d'avoir un accès égal au savoir et à la connaissance. Et il y avait un garage à la rue du centre là, et qui occupait presque toute la rue. J'ai pu contacter la mairie, j'ai pu contacter la police, les autorités concernées par cette question, pour au moins expliquer aux garagistes, on n'a rien contre le fait qu'une activité économique puisse se développer dans l'informel. Dans tous les grands pays, il y a toujours une économie informelle, parallèle. Moi, j'ai déjà vu à Paris des marchands de maïs grillés.
On était à Paris, Trocadéro, etc. Donc une économie informelle, tu ne peux pas te battre contre ça et empêcher aux gens d'avoir accès à cette économie-là. Par contre, tous les États ont des espaces qui sont sanctuarisés, des espaces qui symboliquement représentent quelque chose, comme la rue du Centre où est la Bibliothèque nationale. Donc on a pu expliquer ça aux garagistes et qui ont compris qu'il fallait vraiment délocaliser quelque peu leurs activités et je suis un peu content de ça. Qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre? On avait un sérieux problème d'alimentation, on va dire électrique à la bibliothèque parce que quand je suis arrivé, il y avait un groupe électrogène qui datait de la préhistoire. Donc on a pu, avec le soutien, ça il faut le dire publiquement, de la ministre actuelle de la Culture, Madame Émilie Prophète, qui a pu mobiliser les fonds propres du ministère pour que la Bibliothèque nationale d'Haïti puisse avoir une génératrice, là, et 100 kilowatts, triphasée, tout ce que tu veux. Ce sont des minima pour qu'une institution fonctionne. Mais quand ces minima ne sont pas là, quand enfin ils sont faits, il faut au moins faire remarquer que ces choses-là n'étaient pas faites et maintenant, on a pu les faire. Il y a aussi plein de conférences, plein d'activités, les annexes, le livre avec les prisonniers. Il y a aussi la numérisation du fonds documentaire qui a été mis en chantier. Et on a pu lancer, parce qu'avant mon arrivée, le site internet n'existait pas. Donc j'ai pu mettre dessus un ensemble de développeurs, d'ingénieurs qui sont en train de finaliser là le site internet. Avant mon arrivée, la BNH était presque, je ne vais pas utiliser le mot exclu, mais on va dire mise de côté par rapport à de grandes instances internationales qui gèrent les bibliothèques, et Accuril par exemple, RFM, le réseau francophone numérique des bibliothèques. J'ai pu mobiliser mes réseaux, mobiliser ce que j'ai comme acquis pour remettre la Bibliothèque nationale sur ces plateformes internationales qui gèrent des bibliothèques nationales. Donc on a pu comme ça, avec les moyens du bord, poser ces actions-là pour que cette bibliothèque continue à exister dans les esprits et à représenter ce qu'elle est, c'est-à-dire l'âme de ce pays. Je vais revenir sur au moins deux des points que tu as cités. Je vais d'abord revenir sur la rue du Centre. La rue du Centre, c'est vrai qu'il y a le garage qui gênait, mais à côté de cette histoire de garage, il y a encore de plus grands problèmes parce que maintenant, aller à la bibliothèque, bon, c'est pas moi qui vais te l'apprendre. Les invités, les lecteurs se font rares, mais les lecteurs se font rares parce que la zone ne les encourage pas. Donc, est-ce qu'il y a des actions qui ont été entreprises en ce sens? Et où est-ce qu'on en est? Alors, moi, j'ai informé mes collègues de la police nationale, mes collègues du ministère de la Justice, pour que des actions soient conduites à ce niveau-là. Mais en même temps, que les gens qui nous regardent là ne se disent pas que la rue du Centre est totalement infréquentable. C'est comme ce qui se passe en Ukraine ou dans une rue au Yémen. Et c'est vrai que la situation n'est pas ce qu'elle aurait dû être. C'est vrai qu'il y a des soucis de sécurité au centre-ville de Port-au-Prince et ça handicape presque toutes les institutions qui sont au bas de la ville. Nous avons la BRH qui n'est pas loin, le Novelliste est dans la même rue que la Bibliothèque nationale. En face de nous, les frères de Saint-Louis-de-Gonzague ont leur fameuse bibliothèque patrimoniale également. Le ministère de l'Intérieur, la Cour des comptes, c'est un ensemble d'institutions qui se trouvent au centre-ville de Port-au-Prince, qui sont malheureusement paralysés un petit peu ou qui fonctionnent à moitié régime à cause d'une situation, on va dire, de sécurité volatile qui prévaut au centre-ville de Port-au-Prince. Mais malgré tout, je vois toujours des gens descendre. Je vois des gens aller à la Cour des comptes, des gens vont à la BRH. Je voulais justement y venir parce que moi, personnellement, je vais aux nouvellistes. Ouais. Donc, est-ce qu'à côté de ce problème de sécurité, il n'y a pas autre chose qui fait que nous parlons de la bibliothèque là? Alors, des gens descendent quand même à la bibliothèque. C'est vrai que lecteurs dégainés dans les années 80, on n'a plus la même quantité de lecteurs. En même temps, c'est un pays qui a beaucoup changé entre-temps. Des années 90-2000 à aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a une crise de la lecture en ce moment dans la République. Il y a des gens qui lisent de moins en moins. Les gens ont aussi des moyens alternatifs pour lire. Maintenant, les gens ont plein de bibliothèques nationales qui mettent leur contenu en ligne. Tu peux de chez toi étant aujourd'hui avoir accès au catalogue de la Bibliothèque nationale de France, Québec, Belgique. Du coup, il y a beaucoup de chercheurs en effet qui descendaient au centre-ville de Port-au-Prince. La situation de sécurité l'est décourageante.
j'imagine que soit ces lecteurs ont laissé le pays, soit utilisent des moyens alternatifs pour fonctionner. Mais pour la fête de la bibliothèque, et il y a quelques jours là, il y avait du monde. Oui, voilà, il y avait une occasion, vous avez pu réussir à attirer du monde dans la Absolument. bibliothèque. Donc peut-être que, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas avoir plus d'activités pour trouver un petit peu comme des excuses pour faire venir les gens? On va continuer à poser des actions pour que les gens continuent à venir justement à cette bibliothèque. Et ce n'est pas pour rien que nous faisons un ensemble de conférences, d'expositions. Et là, avec le ministère de la Culture, on a lancé l'année de la belle amour humaine pour attirer l'attention des gens, des jeunes de ce pays sur l'œuvre de Jacques-Stéphane Alexis. Dans cette logique-là, nous attendons beaucoup plus de jeunes qui vont faire le déplacement pour venir à la bibliothèque. Mais l'une des raisons principales pour lesquelles les jeunes ne viennent pas, il faut reconnaître qu'en ce moment, beaucoup de jeunes dans ce pays sont presque dans une déconvenue intellectuelle. C'est des jeunes qui sont désaxés, sans repère et qui ne voient pas dans les livres des sources de bien-être. Maintenant, la Bibliothèque nationale, avec la DNL, avec le ministère de la Culture, nous sommes en train d'agir pour instituer une réelle politique publique de promotion de la lecture. Sinon, il y aura de moins en moins de jeunes. Les têtes que je vois à la BNH, c'est des têtes anciennes. C'est des gens qui venaient là il y a 30 ans, il y a 40 ans, qui continuent à venir. J'aimerais que ces gens continuent à venir, mais j'aimerais aussi que leurs enfants, que leurs petits-enfants viennent. Que leurs enfants viennent, absolument. C'est là que nous serons dans une logique de transmission réelle de valeurs, de transmission de connaissances. Mais je dois encore saluer tous les employés de la bibliothèque qui, eux, sont toujours là, qui sont toujours à la tâche et qui continuent à valoriser ce que nous avons comme collection. Les avocats, les médecins, les ingénieurs, les étudiants qui descendent à la bibliothèque trouvent toujours un employé qui est très souvent un bibliothécaire médiateur qui permet à ses usagers d'avoir accès au contenu que nous avons. Mais nous attendons très honnêtement que mes collègues de la police, ils sont au courant de la situation, qu'ils fassent de leur mieux pour assainir la zone. Là, bon, on approche de la fin, mais je veux aller vers l'avenir du livre. Parce que là, je discutais récemment avec M. Polémon pour la DNL, et là, moi, je lui ai parlé aussi de l'avenir du livre. Genre, là, tu as soulevé le point qu'il y a de moins en moins de personnes qui lisent. Donc, en termes de production, je ne pense pas qu'on ait un problème, mais c'est surtout au niveau de la consommation de tout ce qui est produit que le problème se pose. Donc peut-être qu'il faut des plans spécifiques pour pallier ce problème. Moi, je pense que c'est dans le monde actuellement, il y a ce problème de lecture. Les gens lisent de moins en moins aux États-Unis aussi, en France, au Canada et en Haïti, malheureusement. Nous souffrons de ça aussi. Mais l'une des raisons pour lesquelles les gens ne lisent pas, c'est parce qu'ils sont victimes d'une maladie que j'appellerais une infobésité. Nous avons l'obésité, voilà, c'est ce que j'ai là. Je suis en début de carrière pour l'obésité. Mais il y a aussi une infobésité. Les gens sont exposés à trop d'informations et ils ne savent plus comment consommer et digérer autant d'informations. Aujourd'hui, tu as TikTok, Facebook, tu as Amazon, tu as Disney. Les gens sont exposés à tellement d'informations qu'ils sont perdus. Et comme le livre requiert un temps où tu es posé, où tu te connectes à un ensemble de papiers qui te permettent d'avoir un regard plus intelligent sur le monde, les gens n'ont plus ce temps-là malheureusement ou l'ont de moins en moins. Une autre raison, les gens sont occupés par l'argent, très cher Daphné. Les gens sont occupés par l'économie, par une logique de rentabilité tout de suite. Or, les gens n'ont pas compris que les livres sont des sources de revenus également. Oui, parce qu'il y a toute une industrie derrière lui. Absolument. Et celui qui lit, il est compétent, il peut occuper des fonctions respectables, et il peut avoir un travail et gagner de l'argent en lisant. Mais les gens sont malheureusement dans cette infobésité et les gens lisent de moins en moins. Moi, je pense que l'avenir du livre, c'est dans la dématérialisation. Il faut arriver à faire de plus en plus de livres audio. Il faut arriver à faire de plus en plus de livres qui sont dans le digital. Moi, je veux revenir justement à la deuxième partie. C'était pour... Tu as parlé de la numérisation Absolument. Tout, mais là, je voudrais savoir, enfin, à quel stade que vous en êtes au niveau de la bibliothèque. Et en plus, comment... Parce que c'est vrai qu'il y a cette partie que la bibliothèque, c'est les archives. Mais par contre, il faut aussi arriver à soutenir les nouveaux auteurs pour qu'ils puissent aussi... Parce qu'il y a des livres qui sont très demandés, mais là,
si je veux offrir un livre haïtien à quelqu'un, je dois à tout prix trouver un moyen de lui faire parvenir la copie dure. Et des fois, c'est compliqué. Oui, absolument. Et c'est vrai qu'en ce moment, les copies dures, voilà, pour l'instant en Haïti, les copies dures existent. Et il y a beaucoup de livres de jeunes auteurs qui existent. Mais laisse-moi te donner une primeur sur ce qu'on va faire à la BNH. Ce 22 avril, je vais lancer officiellement le Grand Prix du jeune écrivain haïtien. C'est pour soutenir des auteurs qui n'ont pas encore 35 ans, qui n'ont pas encore de renommée, qui n'ont pas forcément de réseau et qui publient comme ça un livre. Et on va constituer un jury d'écrivains, on va dire vétérans pour le coup, qui vont travailler sur les textes reçus et décerner à la fin de cette année 2022 ce Grand Prix du jeune écrivain haïtien. Et pour nous, à la BNH, c'est une action qui va permettre de valoriser et de visibiliser ces jeunes auteurs qui constituent l'avenir de notre littérature. Aujourd'hui, Haïti est très respecté sur la scène internationale par la qualité de ses écrivains. Ne citons même pas de nom pour éviter de faire des jaloux. Mais les auteurs haïtiens remportent des prix prestigieux un peu partout à travers le monde. Si on veut garantir, on va dire, la pérennité de cette réputation de pays francophone produisant d'excellents écrivains, il faut là tout de suite investir dans les jeunes générations. Voici pourquoi le cœur de mon action se situe dans les villes de province où je me dis, ces jeunes-là aussi sont des écrivains en herbe, sont des poètes en construction. Il faut que la bibliothèque de leur pays crée la situation idéale pour que ces jeunes puissent être capables de production. Donc voici dans quelle logique nous agissons à la Bibliothèque nationale avec les moyens dont nous disposons. Et qu'en est-il de l'avancement de la numérisation de votre fonds? Alors nous sommes en contact avec la Bibliothèque nationale du Québec qui a établi avec moi un accord de principe sur ça. Et on va recevoir dans 2 semaines là, pour commencer un premier, on va dire, tanker de livres, mais de livres physiques durs. Après, il y aura une formation à l'interne à la Bibliothèque nationale. Après, 6 employés vont partir justement à la Bibliothèque nationale du Québec pour visiter leur labo de numérisation et pour venir encore en Haïti transférer ce savoir-faire-là. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra reconstituer, remonter notre atelier de numérisation. On doit absolument rentrer dans une logique collégiale, multilatérale. Avec la Bibliothèque nationale de France, je dois remercier la délégation haïtienne qui est à l'UNESCO. On a un accord de principe déjà pour reconstruire la Bibliothèque nationale d'Haïti. Il faut un bâtiment, il faut le reconnaître, Daphné, plus moderne, il faut un bâtiment... De toute façon, la conservation de livres aussi anciens, ça demande certaines conditions. Absolument. C'est des conditions particulières qu'il faut réunir pour arriver à conserver des livres. Il y a 5 ans, on disait dans une bibliothèque, il ne faut pas parler, c'était le silence, le silence. Dans les nouvelles bibliothèques, on aménage même des espaces pour parler. C'est écrit, allez parler là. C'est ouvert, c'est possible. Dans une bibliothèque, aujourd'hui, il y a un restaurant, il y a un café, tu prends une bière. C'est un espace de rendez-vous. Moi, je pense que le truc, c'est de rendre cool la lecture. Encore. Absolument, absolument, absolument. Absolument. Si on n'arrive pas à présenter la lecture comme une activité de fête, et c'est une fête en effet, c'est une fête de l'esprit, quelqu'un qui rentre dans un livre. Et Yannick Laens, je pense là tout de suite à elle, mais lire La couleur de l'aube, tu rentres dans un univers, c'est magnifique, tu as de nouveaux personnages, de nouveaux amis. La lecture est une activité jouissive, c'est une activité à laquelle on s'adonne pour s'amuser. Et les bibliothèques nationales ont cette mission-là, que de participer à décomplexer le regard que les gens ont sur les livres. Parce que beaucoup de jeunes qui nous regardent là maintenant voient un livre comme une corvée académique, une sanction. Il est temps que ces jeunes-là puissent voir dans les livres un match de football. C'est comme un film. Et la plupart des grands films que nous adorons viennent de livres. Ils ont d'abord été écrits. Absolument. Donc, pour conclure, je voudrais te demander de rappeler un petit peu les nouveaux alors les prochains rendez-vous avec la bibliothèque. Alors, prochain rendez-vous, c'est pour le 22 avril. Ça va être une fête énorme à la bibliothèque. Et là, j'ai choisi mes mots, le mot fête. Jacques-Stéphane Alexis aurait eu 100 ans cette année. C'est un illustre, un merveilleux écrivain haïtien qui a marqué sa génération et l'un des premiers à intégrer une collection prestigieuse à Gallimard. Ça fait longtemps, hein. Haïtien a écrit bien et avec une valorisation, un rayonnement international.
Et malheureusement, il a été assassiné par les sbires de Papadoc. Et parce qu'il était aussi un politicien, il était contre la dictature. Il a été arrêté et lâchement assassiné. Pour marquer son centenaire, la Bibliothèque nationale d'Haïti, mais pas elle seule, le ministère de la Culture aussi, Madame Prophète, qui a lancé l'année de la belle amour humaine, et il y aura d'autres institutions partenaires qui vont organiser un ensemble d'activités, exposition de livres de Jacques-Stéphane Alexis, conférences autour de son œuvre, lecture scénique pour visibiliser Alexis. La BNH aussi réalise en ce moment des capsules de vidéos de 3 minutes où des comédiens haïtiens lisent des extraits d'Alexis et ces extraits seront diffusés, tiens, sur ta chaîne de télévision et sur d'autres chaînes dont je dois taire les noms. Voilà. Mais c'est des capsules vidéo de 3 minutes et ça participe de la mission de la bibliothèque pour rendre accessible les textes des auteurs haïtiens, pour décomplexer les regards des gens, pour leur montrer qu'un livre, ce n'est pas une sanction académique, un livre, c'est un rendez-vous d'amour avec la pensée. Donc, c'est là qu'on va mettre un terme à l'émission d'aujourd'hui. Je te remercie encore vraiment d'avoir pris le temps de me parler. C'était m'espérer que mon qui t'a regardé, il aurait comprendre que lire ne peut pas être une corvée. Il faut chercher son bien pour lire, pour prendre plaisir là-dedans. Pour moi, c'est ma façon de voir la chose. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir de t'avoir. Au plaisir, très cher Daphné. Gardons bonheur. Voilà, j'espère que vous avez beaucoup appris de mon échange avec D'Angelo Neyor. M'espérez tout que vous notez dans l'agenda un nouveau rendez-vous que vous avez avec la Bibliothèque nationale d'Haïti. Et moi-même, avant d'aller, je vais saluer le sponsor encore. Moi, j'ai Heineken 00 qui c'est une bière sans alcool, qui a très peu de calories, qui fait déjà d'ailleurs avec tout ça qui est dans Heineken normal là. Alors, sauf alcool là. C'est une bière sans alcool. Je vais répéter, c'est une bière sans alcool, idéal pour lunch, pour chauffeur responsable qui ne peuvent pas boire au volant. Après Heineken, moi j'ai Lunetterie Belle Optique qui est avec moi dès le début. Moi j'ai tout Focal, Fondation Connaissance et Liberté. Moi j'ai Titato. Titato c'est une activité pour tout le monde. Il y a une équipe jouet, des gros jouets gonflables que il a fait tourner avec dans tout le pays. Il passe quoi des bouquets, il passe Fort Liberté, il passe Cap Haïtien. Donc j'espère que ou même surveiller les Titato à passer bon la caillou parce que il offre une série de divertissements sains pour tout le monde. En pile jouet, musique, bon ambiance. Moi j'ai Beauty, Studio Beauty qui occupe de moi. Moi j'ai L'Amour qui est toujours déplacé pour venir aider m'habiller. Moi j'ai boutique Modadi Florinto qui supporte qui fait que l'émission ça arrive la caillou aujourd'hui.